Le pont du navire, Dreadnought Zéphrien, le Crimson Tone, bourdonnait d'une efficacité silencieuse. Le commandant Vexto se tenait devant l'écran principal, ses mains écaillées croisées derrière lui. Ses yeux jaunes étudiaient les étranges signaux émanant du monde inconnu qui les précédait. Ces signaux étaient sans précédent dans la conquête par l'Empire zéphrien des 17 systèmes stellaires. « Commandant, les signaux se renforcent », paporta la lieutenant ZM de la station de communication. Ses doigts griffus dansaient sur les panneaux de contrôle. Ces signaux semblaient provenir de multiples points de la surface planétaire. Vexto acquiesça lentement. La planète qui se présentait à eux était belle, d'une beauté qui le mettait mal à l'aise. Les océans bleus recouvraient la majeure partie de sa surface, entrecoupés de masses terrestres vertes et brunes, éparpillées entre des nuages blancs. Elle avait l'air paisible, presque accueillante, mais quelque chose, dans ses entrailles, allait à l'encontre de ses instincts de guerrier. « Que nous révèlent les analyses sur ce monde ?» demanda-t-il au scientifique. Le sous-commandant Gvar, se relevant d'une position de travail, fixa le commandant de ses 4 yeux qui clignèrent en séquence. « Les lectures sont inhabituelles, monsieur. La gravité est presque le double de ce que nous considérons normal pour les mondes habitables. L'atmosphère contient des taux d'oxygène toxiques pour la plupart des espèces connues. Et les schémas météorologiques ?» Il hésita, vérifiant ses instruments. Les schémas météorologiques révèlent des tempêtes massives qui parcourent régulièrement la surface. Chacune de ces tempêtes serait classée comme catastrophe naturelle sur notre monde natal. Pourtant, des signaux intelligents émanent clairement de la surface. Vexto réfléchit. Quel genre d'espèce pourrait survivre dans de telles conditions ? Pendant ce temps, à la station d'observation spatiale humaine, base Aurore, le capitaine Jake Morrison vivait la journée la plus passionnante de sa carrière. La station orbitait la Terre à une distance sûre, à l'affût de ce type d'événement. Quand les vaisseaux extraterrestres apparurent sur ses capteurs, Jake dut répéter les analyses 3 fois pour croire à ce qu'il voyait. « Lisa, tu reçois ça ?» appela-t-il son officier de communication. Lisa Harper se redressa de sa console. Ses cheveux bruns lui tombaient sur le visage. « Si tu parles de la gigantesque flotte extraterrestre qui vient d'apparaître dans notre système solaire, oui, je la reçois. » Elle tenta de garder la voix calme, mais Jake perçut l'excitation sous-jacente. « Jake, il y a au moins 50 navires. Certains sont énormes. » Jake acquiesça et s'approcha du système de communication d'urgence. En quelques minutes, il était connecté à la surface terrestre, conversant avec les commandants militaires et les responsables gouvernementaux. La conversation fut brève, mais claire. L'humanité se préparait à cette éventualité depuis des décennies. Des protocoles étaient en place. « Essayez d'établir le contact », fut l'ordre du général Robert Hayes du Pentagone. « Utilisez les séquences mathématiques que nous avons discutées. Faites-leur savoir que nous sommes intelligents et pacifiques. » Lisa commença à transmettre. Elle débuta par les nombres premiers, puis passa aux constantes mathématiques. La réponse fut plus rapide que prévu. Les vaisseaux extraterrestres commencèrent à diffuser leurs propres séquences mathématiques, suivies de formes géométriques simples et de pictogrammes de base. « Ils tentent de communiquer, Lisa, » dit-elle, les doigts voltigeant sur le clavier. « Regardez ceci. Ils envoient des images, des dessins simples de leur espèce, de leur vaisseau, des concepts de base. » Jake étudia les images sur son écran. Les extraterrestres ressemblaient à de grands lézards bipèdes. Ils avaient 4 yeux et des écailles qui scintillaient à la lumière. Leur vaisseau était imposant, clairement conçu pour la guerre. Mais les messages qu'ils envoyaient semblaient suffisamment pacifiques. Ils demandent l'autorisation d'envoyer un petit groupe sur la surface planétaire. Traduisit Lisa après plusieurs heures d'échange. Ils souhaitent rencontrer nos représentants. Jake sentit son cœur s'accélérer. Premier contact avec une espèce extraterrestre. Il se demande s'il était prêt, si l'humanité l'était. Les extraterrestres semblaient puissants. Leur vaisseau était manifestement plus avancé que tout ce que l'humanité avait construit. Mais il y avait en leur message une sorte de prudence dans le ton du Crimson Talon. Le commandant Vex, lui aussi, avait des pensées similaires. Son espèce avait contacté des dizaines d'autres races intelligentes lors de son expansion galactique. Généralement, les premiers contacts étaient simples. Ils arrivaient,
démontrant leur technologie supérieure, et les espèces locales se soumettaient ou étaient conquises. Mais la situation actuelle était différente. Les indigènes ont accepté de nous rencontrer, rapporta la lieutenant Zoom. Ils proposent que nous atterrissions à des coordonnées précises sur leur continent principal. L'emplacement semble être une sorte de réserve naturelle. Une réserve ? Demanda Vexto. Quel type de réserve ? D'après leur transmission, il s'agit d'une zone où ils protègent leur faune et flore locale. Ils l'appellent le parc national de Yellowstone. Vexto trouva cela intéressant. La plupart des espèces civilisées vivaient dans des environnements contrôlés, la nature étant reléguée aux marges de leur monde ou complètement éliminée. Le fait que ces êtres maintiennent une réserve naturelle suggérait qu'ils étaient soit très évolués, soit très primitifs compte tenu de la nature hostile de leur monde. Ils penchaient pour la seconde option. Très bien, je sélectionne 3 éclaireurs pour la mission de surface. Impliquez Kevar et 2 de nos meilleurs guerriers. Porte complète, armure lourde. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. Commandant, intervint Kvar, les lectures atmosphériques suggèrent que les indigènes respirent un mélange de gaz similaire au nôtre, juste dans des proportions différentes. Les combinaisons ne seraient peut-être pas nécessaires. Mieux vaut être préparé, rétorqua Vexto. Ce monde semble déjà assez dangereux sans prendre de risques inutiles. De retour à la base Aurore, Jake et Lisa continuèrent leurs échanges avec la flotte extraterrestre. Plus ils en apprenaient sur leurs visiteurs, plus ils étaient impressionnés. Les extraterrestres s'appelaient les Éériens et contrôlaient apparemment une partie importante de la galaxie locale. Leur technologie était clairement supérieure à celle de l'humanité. Pourquoi pensent-ils que la surface est l'endroit pour se rencontrer ? Se demanda Lisa. Pourquoi n'invitez pas nos représentants à bord de leur vaisseau ? Jake réfléchit. Peut-être qu'il s'agit d'un test. Peut-être veulent-ils voir comment nous vivons, à quoi ressemble notre monde. Ou peut-être sont-ils simplement polis. Ou peut-être, dit Lisa doucement, ils sont prudents. Voyez leur vaisseau, Jake, ce sont des navires de guerre, mais ils maintiennent leur distance et demandent l'autorisation pour tout. Ce n'est pas le comportement habituel des conquérants. Jake acquiesça. Elle avait raison. Il y avait quelque chose de presque respectueux dans l'approche des extraterrestres. C'était comme s'ils étaient prudents au lieu d'être agressifs. Ils se demandent ce que cela pouvait signifier. Alors que la navette extraterrestre se préparait à décoller pour la surface de la Terre, aucune des 2 espèces ne se rendait compte qu'elles allaient vivre une expérience qui changerait à jamais leur civilisation. Les Aériens pensaient rencontrer une autre espèce primitive sur un monde rude mais gérable. Les humains pensaient aller rencontrer des extraterrestres avancés qui jugeraient leur simple planète et la trouveraient décevante. Ni l'un ni l'autre ne savaient que la Terre, que les humains considéraient comme un foyer ordinaire, même parfois difficile, allait se révéler bien plus extraordinaire que quiconque n'avait pu l'imaginer. La navette zéphrienne, le Steel Claw, descendit à travers l'atmosphère terrestre comme une étoile filante. À l'intérieur, 3 des meilleurs guerriers de l'Empire étaient assis dans des sièges renforcés, leur combinaison environnementale bourdonnant discrètement. Le sous-commandant Kvar vérifia une dernière fois son équipement, tandis que les guerriers d'Exmo et Centaure révisaient leurs paramètres de mission. « N'oubliez pas, Kevar, dit-il dans son communicateur, il s'agit d'une mission diplomatique. Nous observons, nous apprenons et nous rapportons au commandant. Les indigènes ont choisi ce qu'ils appellent un lieu paisible pour notre rencontre. Dexmo, un vétéran de 12 campagnes, ajusta ses plaques d'armure. Toute espèce capable de vivre sur un monde avec cette gravité et cette composition atmosphérique mérite notre respect, dit-il. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont choisi une région sauvage plutôt que leur capitale. Peut-être cherchent-ils à nous montrer la beauté naturelle de leur royaume, suggéra Centaure, la plus jeune des 3, mais dont le palmarès était impressionnant. Beaucoup d'espèces portent une grande fierté pour leur environnement. La navette traversa les nuages, et les 3 Zéphriens purent enfin observer le lieu d'atterrissage. En dessous d'eux s'étendait un paysage inhabituel. De la vapeur s'élevait du sol par endroits, formant des colonnes blanches contre le ciel bleu. Des rivières serpentées coulaient entre des collines recouvertes de végétation verdoyante. Des montagnes se dressaient au loin, leurs sommets blancs, recouverts de ce qui semblait être des dépôts de glace. « Les mesures thermiques sont hallucinantes », rapporta Kevar au Crimson Talon. Les températures au sol varient énormément sur la zone d'atterrissage.
Certaines zones sont presque à ébullition, tandis que d'autres sont bien en dessous de zéro. Comment les indigènes survivent-ils à de telles conditions extrêmes? Atterrissez aux coordonnées désignées, fut la réponse du commandant Vexto. Maintenez une communication constante. Si quoi que ce soit vous semble dangereux, revenez immédiatement au vaisseau. La navette se posa sur une plaine près d'une petite structure. À travers les hublots, les Zéphriens virent 2 humains les attendre. Ces 2 individus semblent incroyablement petits et fragiles, vêtus de simples couches de vêtements malgré les conditions difficiles de la planète. « Ce doivent être nos contacts », observa Centaure. « Ils ne semblent pas porter d'équipement de protection. Peut-être que leurs combinaisons environnementales sont plus sophistiquées qu'elles ne paraissent, suggéra Dexmo, avec un certain doute. Kevar activa le système de déverrouillage de la navette. Découvrons-le. Au moment où les portes s'ouvrirent, les 3 Zéphriens reculèrent. L'air qui entra dans la navette avait la sensation de respirer des flammes. Leurs combinaisons environnementales commencèrent immédiatement à filtrer l'atmosphère, mais même l'air traité les brûlait les poumons. La pesanteur les frappa comme un poids physique, rendant chaque mouvement un effort titanesque. « Par les étoiles antiques !» gémit le centaure, s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. « Comment respire-t-il ceci ?» De l'extérieur de la navette, le garde du parc Tony Martinez observait avec inquiétude les 3 extraterrestres qui semblaient peiner à poser le pied sur le sol. Il avait été briefé sur la rencontre, mais personne n'avait mentionné que les visiteurs auraient des difficultés avec l'environnement terrestre. « Sont-ils bien ?» demanda la biologiste Dr Amy Foster, qui s'était portée volontaire pour aider lors du premier contact. Elle portait une tablette avec un logiciel de traduction de base et une collection d'images terrestres pour faciliter la communication. Tony haussa les épaules. Peut-être qu'ils viennent d'une planète à gravité plus faible. On devrait probablement leur laisser un moment pour s'adapter. Les 3 Zéphiriens avancèrent lentement hors de la navette. Chaque pas était un effort monumental. Leur combinaison enregistrait la composition atmosphérique comme respirable, mais hautement concentrée. Les niveaux d'oxygène étaient presque toxiques, tandis que d'autres gaz qui auraient dû être présents étaient presque totalement absents. « Salutations !» lança Tony, parlant lentement et clairement. Il leva la main dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « Bienvenue sur Terre. Je suis Tony Martinez, et c'est la docteure Amy Foster. » Kisvar activa le système de traduction de sa combinaison. Au bout d'un moment, il parvint à répondre en anglais avec un fort accent. « Salutations, humains. Je suis le sous-commandant Kisvar. Ce sont les guerriers Dexmo et Centaure. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Amy avec un sourire chaleureux. « Nous sommes dans le parc national de Yellowstone. C'est l'une de nos zones sauvages protégées. Nous pensions que ce serait un endroit paisible pour notre première rencontre. » Le mot « paisible » était encore en cours de traitement par le système de traduction. Lorsque le sol sous leurs pieds se mit à trembler, les Zéphiriens tirèrent immédiatement leurs armes, scrutant les menaces. Leurs combinaisons détectèrent une activité sismique, équivalente à un bombardement d'artillerie mineure. « Un tremblement de terre ?» demanda Centaure, se soutenant contre la navette. « Oh, c'est juste Old Faithful », dit Tony avec nonchalance, en désignant une petite colline à environ 200 mètres de là. Elle est sur le point d'exploser. Spectaculaire, en fait. Avant que les extraterrestres ne puissent demander ce qu'ils voulaient dire, la colline explosa. Une colonne d'eau et de vapeur surchauffée s'éleva à près de 60 mètres dans les airs avec la force d'un lancement de fusée. Le bruit ressemblait à un tonnerre continu. Les combinaisons des Zéphiriens enregistrèrent des températures capables de fondre leur armure et des lectures de pression indiquant une explosion massive. Pourtant, les 2 humains restaient là, observant le spectacle avec un plaisir évident. « Magnifique, n'est-ce pas ?» commenta Amy. « Old Faithful entre en éruption environ toutes les 90 minutes. La température de l'eau dépasse les 100 degrés Celsius. C'est assez chaud pour cuire les aliments instantanément. » Dexmo regarda le geyser avec horreur. « Vous vivez près de cette activité volcanique. »« Oh, ce n'est pas volcanique, » corrigea Tony avec bienveillance. « Ou pas directement. L'ensemble du parc est situé au-dessus d'un supervolcan, mais il est resté dormant depuis environ 70 000 ans. Ce sont juste des phénomènes géothermiques,
Nous en avons des milliers dans le parc. Le système de traduction eut du mal à appréhender le concept de supervolcan. Lorsqu'il parvint finalement à traiter les informations, les 3 Zéphyriens reculèrent involontairement. « Supervolcan », répéta faiblement Kedvar. « Bien sûr, dit Amy. Yellowstone est fondamentalement une immense caldeira volcanique. S'il entrait en éruption, il affecterait probablement le climat de toute la planète. Mais ne vous inquiétez pas. Les chances que cela se produise sous peu sont très faibles. » Les extraterrestres étaient encore en train de traiter cette information lorsqu'ils entendirent un son qui leur glaça le sang. Un profond grognement résonna depuis la forêt derrière eux. Leurs combinaisons l'identifièrent immédiatement comme un défi territorial d'un grand prédateur. « Oh, regardez, dit Tony, qui rend un petit appareil de sa poche. Il y a un ours grizzly. Probablement un mâle, à en juger par la taille. On devrait déplacer. Ils peuvent devenir un peu difficiles en cette saison. » La créature qui émergea des arbres était un cauchemar incarné. Elle mesurait près de 1,20 m au garrot, son corps imposant couvert de fourrure épaisse brun foncé. Les muscles se contractèrent sous son pelage, tandis qu'elle se déplaçait. Et ses griffes étaient plus longues que les couteaux de combat zéphyriens. Ses petits yeux fixes ne se détachèrent pas du groupe, et elle se dressa sur ses pattes arrière, dévoilant sa véritable taille. Debout, elle dominait même les grands zéphyriens. « Spécimen magnifique » murmura Amy, relevant sa tablette pour prendre des photos. Elle pesait probablement autour de 360 kg. Regardez ces griffes. Elles sont parfaites pour creuser dans les souches d'arbres tombés afin de trouver des insectes. La main de Centaure se dirigea vers son fusil à plasma. Devrions-nous éliminer la menace ? Menace ? Tony semble surpris. Il ne menace personne. Il est juste curieux. Les ours sont en réalité plutôt pacifiques, à moins de les déranger ou de se mettre entre eux et leurs petits. L'ours retomba sur ses 4 pattes et se dirigea vers eux d'un pas nonchalant qui démentait son apparence terrifiante. Les Zéphyriens observèrent avec une horreur figée cette créature, que leur combinaison classait comme un prédateur de pointe capable de déchirer leur armure et qui s'approchait à moins de 50 mètres des 2 humains désarmés. Tony claqua des mains bruyamment. « Hé, ours, dépêchez-vous !» Le prédateur massif le regarda un instant, puis se retourna et se retira dans la forêt comme si de rien n'était. « Voilà, dit Tony avec gaieté, problème résolu. Maintenant, où souhaiteriez-vous commencer votre visite du parc ?» Les 3 guerriers zéphyriens se regardèrent à travers les visières de leurs casques. Ils étaient atterris sur une planète où le sol explosait régulièrement, avec la force d'éruptions volcaniques. L'air était à peine respirable, et d'énormes prédateurs erraient librement parmi les habitants. Pourtant, les humains semblaient considérer cela comme normal, voire agréable. Kedvar ouvrit sa liaison avec le faucon Clemson. « Commandant, dit-il doucement, je pense que nous avons peut-être sous-estimé ces humains. Après 3 heures passées à Yellowstone, les éclaireurs zéphyriens étaient prêts à se rendre dans une cité humaine. Le sous-commandant Kedvar avait requis cette chaîne à travers une communication avec le capitaine Jake Morrison à la base Aurora. Les extraterrestres espéraient que la visite d'une ville humaine leur procurerait un soulagement de la terreur sauvage qu'ils venaient de vivre. Jake et Lisa Harper rencontrèrent le groupe à un petit aérodrome à l'extérieur du parc. Les humains avaient organisé un transport militaire pour emmener leurs invités à New York, qu'ils décrivaient comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité en matière d'urbanisme et d'ingénierie. « Vous adorerez New York », dit Lisa aux extraterrestres, à mesure qu'ils abordaient l'avion. « C'est le foyer de plus de 8 millions de personnes, et c'est l'une de nos villes les plus modernes, très civilisée comparée à la nature sauvage. » Les Zéphyriens s'installèrent dans leur siège, leur combinaison environnementale travaillant toujours dur pour filtrer l'atmosphère terrestre. Le vol leur donnerait une chance de voir plus de la surface de la planète d'en haut. Ce qu'ils ont vu a aggravé leur situation d'évaluation. En dessous d'eux, de vastes zones du continent étaient recouvertes d'une végétation verte que leurs scanners ont identifiée comme une croissance complètement incontrôlée. Les forêts s'étendaient sur des centaines de kilomètres sans signe de gestion ou de culture. Les rivières coulaient dans des chenaux naturels au lieu d'être correctement canalisées à travers des systèmes artificiels. Encore plus inquiétant, ils voient des preuves d'incendies de forêts réguliers, de tempêtes massives, et d'autres catastrophes naturelles qui ont modelé le paysage,
sans aucune intervention apparente. « Est-ce que votre peuple ne contrôle pas la surface de votre planète ?» demanda Dexmo par le système de traduction. Jake semblait confus par la question. « La contrôler ? Nous avons des villes, des fermes et des routes, mais la majeure partie de la planète, ce sont juste des espaces naturels, des forêts, des océans. Nous aimons avoir des zones sauvages, mais les dangers que vous avez mentionnés, les prédateurs, les tempêtes, l'instabilité géologique. Comment protégez-vous votre population ? Eh bien, nous construisons nos villes dans des endroits sécurisés et nous disposons de systèmes d'alerte précoces pour les intempéries importantes, expliqua Lisa. Mais honnêtement, la majeure partie de la Terre est assez sûre si vous savez ce que vous faites et que vous prenez des précautions raisonnables. Les Zéphiriens échangèrent des regards. Leur planète d'origine avait été entièrement terraformée des milliers d'années auparavant. Chaque mètre carré était contrôlé, géré et sûr. L'idée de laisser de vastes zones rester sauvages était incompréhensible pour eux. À l'approche de New York, les extraterrestres ont eu leur premier aperçu de l'ingénierie urbaine humaine. Au lieu des tours cristallines et des plateformes flottantes qu'ils attendaient, ils ont vu une immense collection de structures rectangulaires serrées les unes contre les autres. Les bâtiments s'élevaient à des centaines de mètres, créant des canyons artificiels entre eux. Ces structures, observa Kettar, semblent être construites à partir de matériaux primitifs, de la pierre, du métal et de ce qui ressemble à des mélanges de sable durci. Principalement du béton et de l'acier, confirma Jay. Certains de ces bâtiments existent depuis plus d'1 siècle. Nous construisons des choses pour durer. La navette atterrit sur une plateforme attachée à l'un des bâtiments les plus hauts. Lorsque les portes s'ouvrirent, les Zéphiriens furent frappés par un mur de son qui les fit chanceler. Le niveau sonore était plus élevé que tout ce qu'ils avaient vécu, y compris les champs de bataille actifs. Leurs combinaisons identifièrent des centaines de sources sonores différentes, créant un rugissement continu qui aurait servi d'arme psychologique dans les opérations militaires zéphiriennes. « Bienvenue à Manhattan », annonça Lisa avec joie, apparemment insensible à l'assaut acoustique. « L'heure de pointe vient de commencer. C'est donc un peu chargé. » Ils sortirent sur ce que Jake appela un trottoir, et les extraterrestres se rendirent immédiatement compte qu'ils se trouvaient au milieu d'une autre zone de catastrophe. Des flots d'humains les traversaient à grande vitesse, s'entrelaçant dans des motifs apparemment chaotiques. Des véhicules se déplaçaient dans les rues avec une agressivité à peine maîtrisée, leurs moteurs primitifs brûlant des combustibles fossiles et produisant des nuages d'échappement. « Combien d'humains vivent dans cette zone ?» demanda Centaure, observant le flot incessant de personnes avec un émerveillement croissant. « À Manhattan, environ 1 600 000 d'individus sont présents en journée, » répondit Jake. « Mais pendant les heures de bureau, la population explose à plus de 4 millions, avec des navetteurs provenant d'autres zones. Les chiffres étaient impressionnants. L'ensemble du monde d'origine des Zéphraniens ne comptait que 2 milliards d'habitants. Répartis méticuleusement sur la surface régulée de leur planète, cette seule île regroupait plus d'individus que nombre de leurs mondes coloniaux. Une équipe de construction travaillait sur un immeuble voisin et le bruit de leurs engins s'ajoutait au tumulte ambiant. Les Apiriens observaient avec fascination les humains manipulant des machines qui traversaient le béton et l'acier massif comme s'il s'agissait de terre glaise. Des étincelles jaillissaient de toutes parts et des débris s'écroulaient de grande hauteur. Pourtant, les ouvriers poursuivaient leurs tâches avec une protection minimale. « Est-ce une sorte d'opération de démolition militaire ?» demanda Dexmo. « Non, tout simplement des travaux de construction normaux, » expliqua Lisa. « Ils rénovent la façade de l'immeuble. » Des opérations assez courantes. L'un des ouvriers du bâtiment, un homme nommé Carlos Rodriguez, remarqua les étranges visiteurs et leur fit signe. Il se tenait sur une plateforme étroite, suspendue à 20 étages au-dessus de la rue, en train de manipuler des équipements que l'on qualifierait d'armes lourdes sur la plupart des mondes. Une fois sa tâche terminée, il descendit pour les rencontrer. « Salut », dit Carlos, en levant son casque et ses lunettes de sécurité. « Vous êtes là pour la visite guidée ? J'ai entendu qu'on avait des visiteurs VIP aujourd'hui, » fit Jake en présentant ses compagnons. Carlos serra la main de chacun des extraterrestres. Sa prise était assez ferme pour se traduire sur leur capteur de pression.
et ses mains portaient les cicatrices d'années de travail manuel. « Qu'est-ce que vous faites là-haut » demanda Kevar en désignant le chantier. « Ça semble très dangereux. » Carlos rigola. « Dangereux? Pas vraiment. Je veux dire, il faut faire attention à sa protection, suivre la procédure. Mais je fais de la construction depuis 15 ans, c'est juste un travail. » Les extraterrestres observèrent les autres ouvriers poursuivre leurs tâches au-dessus de la rue. Ils se déplaçaient avec une assurance décontractée sur des poutres et des plateformes étroites, maniant des outils qui avaient traversé leur propre armure, ne semblant pas du tout préoccupés par l'abîme mortel qui les séparait du sol. Les humains ne semblent pas avoir peur des hauteurs, observa calmement Centaure à ses compagnons. Leur visite continua à travers les rues de la ville, chaque nouvelle expérience ajoutant à leur étonnement croissant. Ils virent des humains consommer des aliments et des boissons que leurs combinaisons classifiaient comme potentiellement toxiques. Une vendeuse ambulante nommée Maria Santos leur proposa des échantillons de ces tacos épicés, qui contenaient des composés chimiques utilisés comme armes non létales dans les opérations de contrôle de foule sur Zéphran. « Essayez ceci, » dit Maria, en tendant un petit piment. « C'est un habanero, assez doux comparé à ce que je cuisine habituellement. » L'analyse chimique de leur combinaison montrait des concentrations de capsaïcine qui causeraient des douleurs intenses à la plupart des espèces. Pourtant, les humains consommaient régulièrement ces substances par plaisir. Ils observèrent un groupe d'enfants humains jouant dans ce qu'on appelait une aire de jeu. Les équipements ressemblaient à un parcours d'obstacles militaires conçu pour tester l'agilité et la force. Des structures métalliques chauffées par le soleil à des températures qui pourraient causer des brûlures, des plateformes surélevées sans barrière de sécurité et des dispositifs qui lançaient les enfants dans les airs à des vitesses considérées comme dangereuses sur tout monde civilisé. L'enfant Danny Kim, 8 ans, démontrait ses compétences sur les barres parallèles. Se balançant d'une barre à l'autre avec tout son poids soutenu uniquement par la force de sa préhension, lorsqu'il atteignit l'extrémité, il s'élança par terre d'une hauteur qui nécessiterait des soins médicaux pour la plupart des espèces extraterrestres. « Regardez ça !» lança Danny, courant vers une structure qui le propulsa le long d'un toboggan en métal lisse. Il accéléra à des vitesses dangereuses avant de s'éjecter de l'extrémité et de se poser dans un tas de sable. « Les enfants », dit calmement Dexmall. « Ils semblent s'entraîner pour des opérations de combat. »« Combat » sembla perplexe Lisa. « Non, ils jouent juste, s'amusent. » Danny entendit et se précipita vers eux. Son sac à dos qu'il portait décontractément pesait plus que ce que certains Zériens adultes pouvaient soulever. À l'intérieur se trouvaient des manuels, du matériel et ce qui semblait être un équipement d'urgence. « Vous êtes vraiment des extraterrestres ?» demanda Danny avec la curiosité directe d'un enfant. « C'est tellement cool. Vous voulez me voir faire un saut arrière ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Danny exécuta une figure acrobatique complexe qui mettait au défi les soldats zéphraniens entraînés. Il atterrit parfaitement et sourit vers eux. « Maman appelle du côté du terrain de jeu. Il est l'heure de rentrer à la maison, » expliqua Danny. « Je dois faire mes devoirs. »« Enchanté de vous rencontrer, extraterrestre. » Il courut vers sa mère, se déplaçant avec la vitesse et l'endurance aisée que les Apiriens commençaient à reconnaître comme des capacités humaines normales. Tandis que la journée progressait, les extraterrestres observèrent de plus en plus d'exemples de capacités humaines décontractées qui défiaient leur compréhension. Des ouvriers qui soulevaient des poids énormes sans aide mécanique, des policiers qui poursuivaient des criminels à pied sur des terrains qui mettraient au défi les véhicules militaires, du personnel médical d'urgence qui travaillait calmement dans des conditions qui nécessiteraient des combinaisons de protection contre les matières dangereuses dans d'autres mondes. À la tombée de la nuit, alors qu'ils retournaient au transport qui les ramènerait à leur navette, les 3 guerriers zéphraniens étaient silencieux. Ils avaient vu suffisamment pour comprendre que leur évaluation initiale de l'humanité était totalement erronée. Ces humains ne vivaient pas simplement sur un monde dangereux, mais dans une civilisation qui serait classée comme un exercice continu de survie selon les normes zéphraniennes. Pourtant, ils prospéraient, créant de l'art, de la musique, de la littérature, élevant des familles et construisant une société complexe qui fonctionnait d'une certaine manière malgré des conditions qui détruiraient la plupart des espèces. Le commandant Kedvar rapporta à Crimson Dawn. « Nous devons revoir complètement notre compréhension de l'espèce. Ce qu'ils considèrent comme des conditions de vie normales seraient classés comme des scénarios d'entraînement militaire extrêmes sur nos mondes. » Une voix répondit. « Sire, ces humains ne survivent pas simplement sur leur planète. Ils ont transformé la survie en une œuvre d'art.
et ils ne réalisent même pas à quel point ils sont extraordinaires. La rencontre a eu lieu dans une salle de conférence du Musée d'histoire naturelle de New York. Jennifer avait préparé ce qu'elle considérait comme une vue d'ensemble de base du développement humain, pensant que cela aiderait les extraterrestres à mieux comprendre leurs nouveaux voisins. Elle n'avait aucune idée que sa présentation allait fondamentalement changer la façon dont toute une civilisation galactique envisageait l'univers. Avant de commencer, dit Jennifer, en installant son ordinateur portable et son projecteur, je voudrais comprendre le type de monde d'où vous venez. Cela pourrait m'aider à mieux expliquer les choses. Le sous-commandant Kedvar consulta son traducteur avant de répondre. Notre monde d'origine, Seria Prime, possède des conditions météorologiques stables, des écosystèmes gérés et un contrôle rigoureux de la population. La gravité est d'environ la moitié de ce que nous vivons ici, et notre atmosphère contient des concentrations d'oxygène beaucoup plus faibles. Nous avons éliminé la plupart des grands prédateurs et des caractéristiques géologiques dangereuses au cours des milliers d'années passées. Jennifer hocha la tête pensivement. Cela semble un environnement très sûr et bien planifié. La Terre est très différente. Laissez-moi commencer par quelques faits de base sur l'histoire de notre planète. Elle cliqua sur sa première diapositive, qui montrait une chronologie s'étendant sur des milliards d'années. La Terre a connu 5 événements d'extinction de masse importants. Ce sont des périodes où la plupart des êtres vivants sur la planète ont disparu complètement. La plus récente date de 66 millions d'années, alors qu'une collision d'astéroïdes a fait disparaître la plupart des grands animaux, y compris les dinosaures. Les 3 apyriens se sont déplacés mal à l'aise sur leur siège. Leur combinaison travaillait encore pour filtrer l'atmosphère terrestre, mais ils s'étaient au moins habitués à l'écrasante gravité de l'impact d'astéroïdes. Centaure demande « Votre monde a été frappé à plusieurs reprises par de gros objets spatiaux ?» Jennifer confirma que l'impact qui avait mis fin à l'ère des dinosaures avait créé un cratère de 150 km de large et avait temporairement bloqué le Soleil avec des nuages de débris. Mais la vie a survécu et a finalement prospéré à nouveau. En fait, si cet impact n'était pas arrivé, les humains n'auraient peut-être jamais évolué. Elle passa à la diapositive suivante, montrant une carte de la Terre pendant diverses époques glaciaires. Le climat de la Terre a également connu des changements spectaculaires. Nous avons connu des périodes où la majeure partie de la planète était recouverte de glace et d'autres périodes où elle était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Pendant certaines périodes glaciaires, les calottes glaciaires mesuraient plus d'1 kilomètre d'épaisseur et recouvraient la majeure partie des continents du Nord. Comment la vie a-t-elle survécu à de tels changements climatiques extrêmes ? Demanda Dexmo. Adaptation, répondit simplement Jennifer. Les espèces qui ne pouvaient pas s'adapter ont disparu. Celles qui pouvaient survivre ont transmis leurs traits de survie à leurs descendants. Ce processus répété pendant des millions d'années a créé l'incroyable diversité de la vie que nous voyons aujourd'hui. Elle passa à la diapositive montrant l'histoire évolutive de l'homme. Les humains modernes ont évolué en Afrique il y a environ 200 000 ans. Mais nous ne nous sommes pas développés dans un environnement sûr et protégé. Les premiers humains ont dû rivaliser avec certains des prédateurs les plus dangereux qui aient jamais existé. La prochaine image montrait un félin à dents de sabre, ses canines massives clairement visibles. Les félins à dents de sabre étaient des chasseurs actifs qui ciblaient spécifiquement les grands primates comme les premiers humains. Ils possédaient une meilleure vision nocturne, des muscles plus puissants, des armes naturelles et des sens supérieurs. Selon tous les critères logiques, ils auraient dû conduire les humains à l'extinction. Mais évidemment, ils ne l'ont pas fait, observa Kedvar. Non, ils ne l'ont pas fait. Les humains ont développé quelque chose qu'aucune autre espèce n'avait. La chasse par persévérance. Les scientifiques suivirent des proies pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce qu'elles succombent à l'épuisement. Il leur suffisait d'être plus tenaces que leur cible. Jennifer présenta une vidéo de chasseurs-cueilleurs humains, illustrant les techniques de chasse par persévérance. Les apyriens observèrent alors avec stupéfaction des humains courant après des animaux sauvages sur de vastes distances, à un rythme soutenu qui épuiserait leurs véhicules mécaniques. Mais les humains n'étaient pas l'espèce la plus rapide dans leur univers, souligna Centaure. Non, mais nous sommes parmi les meilleurs coureurs d'endurance. Nous pouvons maintenir un rythme soutenu plus longtemps que presque tous les autres mammifères. Nous avons également développé des outils sophistiqués, des stratégies de chasse coopératives et des systèmes de communication qui nous permettent de travailler ensemble contre des animaux beaucoup plus grands et plus dangereux.
La présentation continua avec des exemples de survie humaine dans des environnements extrêmes. Jennifer montra des images de populations humaines vivant dans des conditions arctiques, où les températures descendaient régulièrement bien en dessous de zéro, dans des déserts où l'eau était rare et les températures mortelles, et dans des montagnes où les niveaux d'oxygène étaient trop bas pour la plupart des espèces. Certaines populations humaines vivaient dans ces milieux extrêmes depuis des millénaires, expliqua Jennifer. Elles avaient développé des adaptations biologiques qui leur permettaient de prospérer dans des conditions fatales pour les visiteurs d'autres régions. Votre espèce s'est adaptée biologiquement pour survivre dans différents environnements, questionna Kevvar, relativement rapidement en termes d'évolution. Certaines populations montrent des adaptations mesurables en quelques milliers d'années. Par exemple, les humains vivant en haute altitude ont développé une plus grande capacité pulmonaire et une meilleure oxygénation. Les habitants des régions arctiques possèdent des métabolismes différents qui les aident à survivre au froid extrême. Jennifer passa ensuite à ce qu'elle considérait comme la partie la plus fascinante de sa présentation, le développement de l'enfance humaine. Les nourrissons humains naissent totalement impuissants. Ils ne peuvent ni marcher, ni se nourrir, ni survivre sans soins constants pendant plusieurs années. Pour la plupart des espèces animales, cela constituerait une impasse évolutive. Elle montra des images de nourrissons humains et les compara aux jeunes d'autres espèces. La plupart des animaux naissent avec des compétences de survie déjà développées. Ils peuvent marcher en quelques heures ou quelques jours, trouver de la nourriture et éviter les prédateurs. Les enfants humains ne peuvent rien faire de tout cela pendant des années. « Comment votre espèce a-t-elle survécu » demanda Dexmo, visiblement perplexe. « La coopération communautaire et les soins parentaux prolongés. Les adultes humains risquent leur vie pour protéger leurs enfants. Et des communautés entières travaillent ensemble pour élever les jeunes. Cette enfance prolongée permet aux enfants humains d'apprendre des compétences complexes, la langue et les connaissances culturelles que les animaux individuels ne pourraient jamais développer. Les extraterrestres commençaient à comprendre qu'ils étaient confrontés à une stratégie évolutive totalement différente de tout ce qu'ils avaient connu. La présentation de Jennifer se termina par une partie sur les capacités physiques humaines modernes. Elle avait fait venir 2 militaires pour démontrer ce qu'elle appelait les normes de fitness humaine de base, le capitaine de flotte. Alex Rivera et la sergente de l'armée Kate Sullivan entrèrent dans la salle de conférence en uniforme. Elle semblait détendue et amicale, sans montrer le stress que les Apiens ressentaient simplement en étant sur Terre. Alex et Kate représentaient le personnel militaire humain moyen. Jennifer expliqua qu'ils allaient démontrer quelques exercices de formation physique standard. Alex commença par une simple routine de réchauffement en faisant des pompes, supportant tout son poids avec ses seuls bras. Les Apiriens assistèrent, émerveillés, à ce qu'il réalise 50 répétitions sans montrer aucun signe de fatigue. Kate démontra des tractions, en s'accrochant à une barre et en soulevant son poids corporel à plusieurs reprises, en utilisant uniquement sa force de préhension et ses muscles des bras, avec une élégance déconcertante. Ces exercices font partie des exigences de conditions physiques de base de l'armée, expliqua Alex. Chaque soldat est censé atteindre ces normes minimales. Normes minimales, questionna Centaure. Bien sûr, répondit Kate. C'est juste le niveau de base. Les forces spéciales s'entraînent beaucoup plus durement que cela, et il s'agit uniquement d'entraînement de force. Nous pratiquons aussi la course d'endurance, les parcours d'obstacles, l'entraînement au combat et les exercices de survie. Alex leur montra certains des équipements utilisés dans l'entraînement militaire. Des poids dépassant la capacité de levage de l'armure de puissance zéphrienne, des parcours d'obstacles qui défieraient leurs forces spéciales les plus sélectes, et des armes qui reposaient sur les réflexes et la précision humains, plutôt que sur des systèmes de ciblage automatisés. La chose remarquable, continua Jennifer, est que ces capacités physiques ne sont pas limitées au personnel militaire. La plupart des humains en bonne santé peuvent réaliser des prouesses similaires. Les enfants humains s'adonnent régulièrement à des activités considérées comme des exercices d'entraînement dangereux sur d'autres mondes. Et elle leur présenta des images de sport et d'activités de loisirs humains. Escalade, où les humains escaladaient des falaises verticales utilisant uniquement la force de préhension et de résolution de problèmes. Rafting, où ils naviguaient sur des rapides violents dans de petites embarcations. Saut en parachute, où ils sautaient d'avion à haute altitude à des fins récréatives.
Vous faites ces choses pour le plaisir, demanda Kevar, regardant les humains faire du saut à l'élastique au-dessus d'un pont. Beaucoup le font, confirma Jennifer. Nous les appelons des sports extrêmes, mais ce sont des activités de loisirs populaires. Des millions d'humains participent à des activités comme celle-ci chaque année. Au terme de la présentation, les 3 guerriers zéphriens restèrent silencieux, stupéfaits. Tout ce qu'ils avaient observé au cours des 2 derniers jours prenait soudain du sens. Ces humains n'étaient ni anormalement courageux, ni téméraires. Ils étaient le produit d'un processus évolutif qui avait créé une espèce capable de prospérer dans des conditions qui détruiraient la plupart des autres formes de vie. Finalement, ce que vous avez décrit suggère que les humains sont peut-être l'espèce la plus physiquement capable de la galaxie connue, déclara le docteur Adams Kevar. Jennifer sembla surprise. Vraiment ? Je veux dire, nous sommes raisonnablement sportifs, mais nous ne sommes pas particulièrement spéciaux. Chaque espèce évolue pour correspondre à son environnement, dit calmement le docteur Adams Centaure. La plupart des espèces évoluent dans des environnements stables et sûrs. Nous n'avons jamais rencontré une espèce qui ait évolué sous la menace constante de prédateurs, de catastrophes naturelles et d'extrêmes environnementaux. Quel est le sens de cela pour nos 2 espèces ? Demanda Jennifer. Les 3 extraterrestres se regardèrent. Ils commençaient à comprendre que le premier contact entre les humains et l'Empire zéphrien allait être très différent de ce que quiconque avait prévu. Cela signifie, dit Kevar, que nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre et peut-être beaucoup à reconsidérer quant à notre vision de la galaxie. Le vol retour vers le Crimson Dawn fut le voyage le plus long de la carrière militaire du sous-commandant Kisvar. Son rapport au commandant Vextal changerait tout ce que l'Empire zéphrien pensait savoir de la galaxie. Alors que leur navette se soulevait de la surface de la Terre, les 3 guerriers regardèrent la planète rétrécir sous eux, toujours en train de traiter ce qu'ils avaient vu. Le sous-commandant Kedvar contacta immédiatement sa communicateur, demandant une conférence privée immédiate avec le personnel supérieur. Niveau de classification, menace pour l'Empire. La réponse arriva immédiatement. Autorisé. Rapport à la salle de conférence Alpha à l'arrivée. Dans l'heure qui suivit, Kedvar se tenait devant les hauts gradés du Crimson Dawn, sa présentation préparée et ses conclusions prêtes. L'écran holographique montrait des images et des enregistrements vidéo de leur temps à la surface de la Terre. « Excellence, commandant », commença-t-il. « Je recommande la reclassification immédiate de la planète d'origine humaine et la révision complète de nos protocoles de premier contact. » Le commandant Vextal se pencha en avant dans son fauteuil, ses 4 yeux se concentrant intensément sur son subordonné. « Expliquez votre raisonnement, sous-commandant. Monsieur, la Terre doit être classée comme une planète mortelle SI classique, la plus haute cote de danger dans notre système. La gravité y est 1,8 fois notre standard. La concentration en oxygène atmosphérique est proche de niveaux toxiques pour la plupart des espèces connues, et l'instabilité géologique nécessiterait des protocoles d'évacuation sur toute planète civilisée. » Il passe à l'image suivante, montrant l'ours grizzly rencontré. Les prédateurs locaux comprennent des créatures pesant jusqu'à 800 kg et disposant de moyens naturels capables de pénétrer des armures légères. Les humains vivent parmi ces prédateurs au quotidien. Mais les humains ont certainement une technologie pour se protéger, suggéra un officier scientifique. C'est là le point remarquable, monsieur. Leurs capacités physiques leur permettent de survivre à ces conditions naturellement. Kedvar montra des vidéos d'ouvriers utilisant leur corps pour construire et transporter dans des environnements exigeants. Ce que vous voyez ici, c'est un travail manuel de routine. Ces humains soulèvent des masses qui nécessiteraient des assistants mécaniques pour notre espèce, travaillent à des hauteurs qui nécessiteraient un équipement de sécurité et opèrent dans des conditions environnementales classées dans les travaux dangereux. La présentation continua avec des séquences provenant du terrain de jeu et des démonstrations du personnel militaire. Avec chaque nouvelle révélation, les officiers zéphriens devinrent plus silencieux et plus réfléchis. Les enfants humains, ajouta Centaure, s'engagent dans des activités que nous classerions comme des exercices d'entraînement avancé. Leur système éducatif semble conçu pour développer la résilience physique et mentale dans des conditions extrêmes. Est-ce que cela signifie, demanda lentement le commandant Vextal, que l'espèce humaine entière est ce que nous classerions comme du personnel des forces spéciales d'élite ?
Monsieur, je suggère que nos forces spéciales d'élite seraient considérées comme des civils moyens selon les standards humains. Le silence dans la salle de conférence fut complet. Finalement, Vextool activa son système de communication. Officier de communication, établir un contact immédiat avec le haut commandement. La transmission holographique s'illumina, affichant l'image de l'amiral suprême Kfax, dirigeant militaire de l'Empire zéphrien. Son expression grave laissait présager un briefing sur l'aspect inhabituel de cette communication. Le rapport par le commandant Vexto. Amiral suprême, nous avons achevé le premier contact avec l'espèce connue sous le nom d'humain. Je recommande la suspension immédiate de tous les plans d'expansion dans ce secteur et l'initiation de protocoles diplomatiques au plus haut niveau. Sur quelle base ? Demanda Kfax. Vexto fit signe à Kedvar qui reprit sa présentation, cette fois-ci incluant une analyse détaillée des capacités humaines comparées à celles des espèces galactiques connues. Les chiffres étaient ahurissants. Le rapport force-surpoids des humains dépassait celui de la plupart des espèces militaires. Leur endurance était hors norme. Leur tolérance environnementale était plus large que toute espèce répertoriée dans la base de données. L'amiral suprême Kfax conclut. Je crois que nous avons rencontré la première véritable espèce de monde-tombeau de l'histoire galactique. Ils n'ont pas seulement évolué pour survivre sur leur planète, mais pour prospérer dans des conditions qui anéantiraient nos guerriers les plus valeureux. Quelles sont vos recommandations stratégiques ? Monsieur, toute action militaire contre la Terre se traduirait probablement par un échec catastrophique. Ces humains, même s'ils n'ont pas encore une technologie spatiale avancée, pourraient, si jamais ils la développent, représenter une menace pour chaque monde civilisé de la galaxie. Vous suggérez qu'ils sont intrinsèquement hostiles ? Demanda Kfax. Non, monsieur. Tout le contraire. Ils semblent pacifiques et coopératifs par nature, mais leurs capacités sont si supérieures aux nôtres que tout conflit serait indéfectiblement perdu pour nous. L'amiral suprême réfléchit plusieurs minutes. Êtes-vous certain de votre évaluation ? Monsieur, j'ai passé en revue toutes les données disponibles. Je parie ma carrière et l'honneur de ma famille sur cette évaluation. Les humains ne ressemblent à aucune autre espèce que nous ayons rencontrée. Ils sont ce que deviennent les autres espèces quand l'évolution est stimulée par une pression de survie constante. Kfax prit sa décision. Très bien, j'autorise la mise en œuvre immédiate du protocole 7. Le protocole 7 était l'engagement diplomatique de plus haut niveau de l'Empire, réservé aux espèces représentant une menace existentielle pour la civilisation zéphrienne. Il n'avait jamais été utilisé auparavant. Commandant Vexto, vous resterez dans le système solaire terrestre en tant qu'ambassadeur. Mettez en place une mission diplomatique permanente et des programmes d'échange culturel. Je veux tout savoir sur ces humains. Entendu, amiral suprême, répondit Kfax. Assurez-vous qu'ils comprennent que l'Empire vient en paix. La dernière chose que nous voulons est de leur donner une raison de nous considérer comme une menace. 3 mois plus tard, l'ambassadrice Hélène Roberts quittait sa navette sur la surface de Zapiraya Prime. Ancienne pilote d'essai de la marine, Hélène avait été choisie pour mener la première mission diplomatique interstellaire de la Terre en raison de son expérience en situation de stress intense et dans des environnements extrêmes. La délégation zéphrienne qui l'a reçue était impressionnante. L'amiral suprême Kfax lui-même, accompagné de l'élite de ses guerriers. Il la regardait avec curiosité et une certaine appréhension alors qu'Hélène descendait la rampe de la navette, vêtue d'une simple tenue de mission diplomatique, arborant un sourire chaleureux. « Bonjour, amiral suprême », dit-elle. « Merci de l'invitation à visiter votre magnifique monde. » Kfax s'inclina, un geste de respect normalement réservé à la royauté. « Ambassadrice Roberts, l'honneur nous revient. Que pensez-vous de notre gravité et de notre atmosphère ?» Hélène observa son environnement, respirant normalement, malgré un environnement auquel son espèce s'était adaptée depuis des millions d'années. Très confortable ? Merci. La gravité est tout à fait agréable, beaucoup plus douce sur les articulations que la normale terrestre. L'amiral suprême indiqua le transport qui les mènerait à la capitale. Nous avons préparé des logements dans notre meilleur établissement. Nous espérons qu'ils correspondent à vos besoins. Je suis sûr que ce sera merveilleux, répondit Hélène. Oh, j'ai apporté des cadeaux de la Terre, des plats et des boissons traditionnelles à partager. Je pensais que vous pourriez apprécier la cuisine terrestre authentique.
Elle ouvrit une petite mallette contenant des objets qui auraient nécessité des précautions spéciales sur la plupart des mondes. Du café à haute teneur en caféine, du charbon à composés légèrement toxiques pour la plupart des espèces, et des épices considérées comme des irritants chimiques. Kfax se demande comment il allait se débarrasser en toute sécurité de ce qui ressemblait à des armements biologiques déguisés en gourmandises. Pendant leur voyage vers la capitale, Hélène discuta de sa mission, de la beauté de l'espace et de son enthousiasme pour les échanges culturels. Elle semblait totalement à l'aise, inconsciente qu'elle était traitée avec le même respect et la même précaution que l'on accorde aux armes de destruction massive. Pendant ce temps, sur Terre, le capitaine Jake Morrison s'installait dans son nouveau rôle de coordinateur des communications interstellaires de l'humanité. La base Aurora avait été convertie en une véritable installation diplomatique, et Jake se retrouvait à gérer les communications avec des dizaines d'espèces extraterrestres informées de l'humanité grâce aux réseaux zéphyriens. Chacun des messages s'appuyait sur le même schéma. Des salutations de la République altrienne, des messages de l'Assemblée cristalline. Ces civilisations extraterrestres n'étaient pas seulement impressionnées par l'humanité, elles la vénéraient. La Terre était devenue légendaire dans tout le secteur spatial, connue comme la planète des humains improbables. Jake s'appuyait dans son fauteuil, regardant les étoiles par la fenêtre d'Aurora Base. Il y a 1 an, l'humanité était seule dans l'univers. Aujourd'hui, elle était l'espèce la plus célèbre de la galaxie, et elle avait atteint ce statut non pas par la conquête ou la technologie avancée, mais simplement en étant elle-même. Sur son bureau se trouvait un message du Conseil galactique, une organisation qui régissait les relations entre les espèces civilisées. Ils invitaient officiellement l'humanité à rejoindre leur rang en tant qu'espèce membre, avec des droits de vote et une représentation complète. Le message était respectueux, presque révérencieux. Nous serions honorés de vous accueillir à notre assemblée, pouvait-on lire. Votre point de vue unique et vos capacités exceptionnelles seraient inestimables pour notre sagesse collective. Jake sourit et commença à rédiger la réponse de l'humanité. Il se demanda quelles autres surprises les attendaient parmi les étoiles. Mais une chose était sûre, la galaxie avait compris que parfois, les personnes les plus extraordinaires sont celles qui ne se rendent pas compte de leur extraordinaire potentiel. Et quelque part dans l'espace, sur des dizaines de mondes à travers le bras local de la galaxie, les espèces extraterrestres modifiaient discrètement leur doctrine militaire, leurs protocoles diplomatiques et leur politique d'exploration. Une nouvelle puissance était apparue, une puissance qui ne se rendait pas compte de sa puissance. L'ère de l'humanité parmi les étoiles avait commencé.